Bon mercredi 14 avril, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue au balado du Centre-Ville. Une édition du Centre-Ville évidemment très chargée. Et là, on a, Max, je dirais, une édition spéciale du Centre-Ville, une édition guerrier. Donc, sur nos super, là, ça pourrait être marqué Alex Tourigny et non guerrier, Max Boudreau et non guerrier, parce qu'il y a deux nommé guerrier qu'on aura comme invité aujourd'hui. Vous le reconnaissez à droite de votre écran, Maker Guerrier. Comment ça va, mon bon ami? Salut, ça va super bien. Super bien. Salut, Maker. Maker qui a veillé tard hier, s'est levé tôt pour faire de la radio ce matin et ne peut pas aller faire une sieste ce matin en raison du balado du Centre-Ville. Notre autre invité... Ben oui, c'est vrai, vu comme ça. Et notre autre invité sera Quincy Guerrier du Orange de Syracuse. Je dis du Orange parce qu'il va tester les eaux en vue du prochain repêchage de la NBA, donc peut-être qu'il va revenir pour une troisième année. Peut-être pas, mais pour le moment, il est toujours à l'université Syracuse. Messieurs, tout d'abord, je m'excuse un peu, entre guillemets, de vous avoir fait faux bond lors du match d'hier parce qu'on présentait la rencontre entre les Raptors de Toronto et les Hawks d'Atlanta. Je devais décrire le match, mais petite surprise covidienne alors qu'il y a un cas dans la garderie de mon enfant. Donc, toute la famille doit rester à la maison jusqu'au 22 avril inclusivement. Donc, me voici à la maison encore pour au moins une semaine. Wow. Mais parlant de surprises liées aux enfants, Maker, hier, t'en as vécu une surprise lors de ton intervention en direct au 5 à 7. Ouais, beau lien. J'aimerais que tu me parles un peu de ce qui s'est passé, parce que je pense que les gens à la maison l'ont peut-être pas vu en direct, peut-être pas vu également sur tes comptes de réseaux sociaux. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, là, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de la chose. Grosso modo, je fais mes interventions au 5 à 7 à RDS de la maison. Le pire, là, c'est que j'étais à RDS pour l'enregistrement de notre émission Les 3 étoiles avec Daphné Malbeuf, Olivier Brett, et je devais être là pour la mi-temps du basket en direct. Donc, j'ai demandé, est-ce que je peux être là pour faire le 5 à 7 en direct du studio? On m'a dit, ah non, le nombre de personnes est limité, puis vous le savez comment c'est chez Bell, pour les auditeurs qui ne le savent pas, les règles sont très strictes chez Bell Media pour ce qui est des déplacements puis d'aller au bureau. Donc, on m'a dit non. Tu vas le faire de chez toi comme d'habitude. Je dis pas de problème, mais je vais tout le temps chercher ma fille à la garderie une bonne heure avant. Après ça, je l'installe devant la télé avec une petite collation pendant que moi, je suis dans la salle à manger puis que je fais mon intervention. Et là, madame n'a pas eu sa barre tendre. Fait qu'elle s'est levée puis elle est venue en braillant. Comment ça, dans le salon à la caméra. Parce qu'il n'en restait plus, Alex. Il n'en restait plus. J'ai essayé d'y donner des noix. Non, mais écoute, j'ai essayé d'y donner des noix, du fromage, du lait. Je me suis dit, ça va faire la job. Non. Les mêmes éléments décomposés, mais non, ils ne sont pas ensemble. Ça ne marche pas. Fait qu'elle est venue brailler à l'écran, en direct à télé. Ça fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Allez voir ça sur mon compte Instagram ou sur Twitter. Mais toujours est-il qu'elle est revenue après une deuxième fois avec un chocolat qu'elle avait pris dans le garde-manger, puis elle était là, « Checkez mon chocolat! » Puis elle était toute contente avec son beau sourire, toute sage à la télé. En tout cas, belle mésaventure quand même, c'était sympathique. Wow, grosse journée donc hier pour Maker. Toi, Max, rien à signaler dans ta journée d'hier? Non, écoute, à part sur la nouvelle à la dernière minute que tu faisais pas le match avec moi, puis j'ai vu Maker à la mi-temps, puis il me parlait de ça, mais j'avais pas vu sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui t'était arrivé, puis tout le monde en parlait dans le studio, fait qu'à la mi-temps, pendant que Maker faisait l'entrevue avec Mathieu, j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que écoute, ça peut arriver à n'importe qui maintenant. Là, en 2021, on fait ce balado de la maison. Moi, heureusement, mes 2 enfants sont à la garderie, mais c'est déjà arrivé que ma conjointe a passé dans la chambre en arrière. Puis, donc, j'avais pas besoin de donner du chocolat, là, mais au moins, elle a compris rapidement. Bon, messieurs, maintenant, on va parler de basket, si vous voulez bien. On va glisser un mot sur les Raptors de Toronto. Mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur la performance de Luguentz Dort hier avec 42 points. Grosse performance pour notre Québécois. La meilleure performance depuis le début de sa carrière. Mais on va s'entendre du côté du Thunder. Je pense qu'on ne croit absolument plus aux séries éliminatoires. Hier, Luguentz qui a tenté plus de 30 tirs pour atteindre justement les 42 points, 16 en 31, 7 en 11 à 3 points. Et c'est fascinant parce qu'il y a 2 semaines, on a présenté le documentaire sur les ondes de RDS et il y a une chose qui revenait tout le temps lorsque Luguentz était à l'université, même lorsqu'il a commencé sa carrière dans la G-League, tout le monde avait des questions par rapport à ça.
pour Lugansdor hier. J'aimerais vous entendre peut-être là, sur sa progression et sur sa performance dans le match contre le Jazz. Écoute, c'est super performance. Là. Je lisais dans les statistiques que c'est le deuxième joueur après Kevin Durant, donc pas n'importe qui, là, à avoir autant de points, 40 points et plus là, en ayant 21 ans et moins. Le seul hic, comme tu dis, c'est que oui, c'est parfait. 7-11, c'est bien. On voit qu'il était en rythme hier, il était en confiance. Le problème, c'est que l'astérix qu'on peut mettre, c'est que oui, il a fait 42 points, mais il a tenté 31 tirs. Mais c'est également dans une cause perdante. Le Thunder, du côté du Magic dans l'Est, on en a parlé hier, on a appuyé sur le bouton reconstruction, mais on a fait la même chose du côté du Thunder en accumulant des choix au repêchage pour les prochaines 6-7 prochaines années. Et ça me fait penser aussi, c'est l'équipe la plus jeune, le Thunder, donc en ce moment, on est vraiment focusé sur le développement, puis je suis extrêmement content et heureux là, pour Lugans. Peut-être l'aubaine de l'année, là, et même... Même des prochaines années aussi. Des prochaines années dans la NBA. Ça fait juste gagner en confiance, puis ils ont fait ça sans leur meilleur joueur, Gilgeous Alexander, qui n'était pas là. Chapeau à Lugans. Maintenant, c'est de travailler sur une constance et de prendre ce niveau-là puis le monter à un autre niveau. Je pense qu'il en est capable. Puis un fait cocasse à monter, c'est qu'il a fait ça en jouant tout le match contre Donovan Mitchell, qui a seulement eu 22 points. Donc, plus 20, là, si on pourrait dire, là, si on compare les points de Lugans versus ceux-là de Donovan Mitchell. Ben, moi, je pense qu'on ne peut pas s'emballer. On ne peut jamais s'emballer avec une performance unique d'un joueur puis dire « Ah, cette performance va être le reflet du reste de sa carrière. » Mais comme je le disais hier par rapport à Chris Boucher, tu marques pas 40 points dans la NBA par hasard. C'est pas un accident que tu marques 40 points. On l'a vu en séries éliminatoires l'an passé, plus de 30 points lors d'un match numéro 7. Fait qu'on sent qu'il y a cette graine-là, ce potentiel-là d'être un excellent joueur pendant toute une saison. Puis si on regarde sa moyenne de points pour la saison, elle tourne autour de 13. Ben c'est très bon pour un joueur qui est considéré d'abord et avant tout comme un excellent joueur défensif. Puis la défensive, pour moi, c'est au basket probablement la chose qui est un peu la plus sous-estimée dans le sens qu'on regarde les stats, on voit les points, mais d'avoir une bonne défensive, être un joueur complet au basket, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement difficile de réussir à être bon des deux côtés du ballon. Ceux qui le sont des superstars dans la NBA. Donc, avoir un joueur qui est dans ton 5 partants, mais qui n'est pas ton meneur, ton leader, mais qui est bon des deux côtés du ballon, bien, c'est un luxe incroyable. On parle d'aubaine dans le cas de Lugansdor. Dès qu'il a signé son contrat, tout le monde au Québec le savait que c'était une aubaine. Du côté de OKC, on se frotte les mains, mais attention, quand son contrat va expirer, ça va devenir probablement un des joueurs les plus prisés. Parce que sa courbe de progression, c'est ça qu'il faut regarder aussi, elle est exponentielle. Il n'est pas un petit peu meilleur que l'année passée. Il est tout simplement meilleur encore que l'année passée et il a prouvé en série que c'était un joueur qui appartenait à cette ligue-là. Donc, tu sais, je pense que sa performance d'hier, oui, il y a des petits bémols, là, on s'entend que c'était pas parfait, mais ça montre qu'il est capable d'en marquer des points. Peut-être pas 40 à chaque match, mais tu peux t'attendre entre 15 et 20 points d'un joueur comme lui chaque match, garanti, entre guillemets. C'est vraiment un luxe énorme pour OKC, là. Messieurs, lorsqu'on est bon défensivement, là, c'est comme être un lanceur gaucher au baseball. Ta carrière va assurément être longue. Est-ce que Joel Anthony a été un grand marqueur dans la NBA? Non. Mais il a joué longtemps. Non. Pourquoi? Parce que défensivement, il était fiable. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, je pense même qu'un gars comme Khem Birch va avoir une longue carrière. C'est pas le gars qui va marquer. Mais défensivement, il est solide. Et qu'est-ce qu'il y a, Joel Anthony? Une bague. Ouais. Exact. Voilà. Il connaissait son rôle, puis il fitait super bien avec le Heat. Mais si on revient au point de Meeker, tu sais, quand on regarde les statistiques, la plupart des statistiques, c'est des statistiques offensives. Tu sais, le nombre de tirs que tu réussis, tenter, le nombre de 3 points. Les seules choses que tu vois défensif, c'est si tu fais des vols de balles. Mais donc, lorsque tu regardes un match, c'est tout l'aspect défensif que tu ne vois pas de Lugans. Lugans, soir après soir, jour après jour, il joue contre le meilleur joueur de l'autre équipe et il est là. Il donne
il est à 100% là, pendant tout le match. Puis ça, comme tu dis, ça va valoir de l'argent, ça vaut de l'argent. Et il n'y en a pas beaucoup dans la NBA des joueurs comme Lugans. Et si on veut, du côté de Lugans, comprendre là, son jeu et son importance, quand vous regardez la feuille de match, regardez pas celle de OKC, regardez celle du meilleur joueur de l'autre côté. Regardez combien de points il y a en moyenne dans la saison, puis combien de points il y a eu contre OKC, vous allez comprendre. Tu sais, James Harden, l'année passée, là, il marquait il y a des matchs, il y avait 20-25 points contre Lugans. Mais quand tu regardais contre le reste de la Ligue, il y avait des 45-50 points. Hey, on coupe de moitié l'offensive du meilleur joueur de l'autre côté. Oui, il en marque des points. Oui, les bons joueurs vont toujours trouver des moyens d'en marquer. Mais si tu peux leur nuire, tu vas nuire à l'équipe, puis tu vas nuire aux chances de l'adversaire de l'emporter. Et c'est là-dessus qu'on peut bâtir. Là, cette saison, on peut la mettre de côté pour OKC, mais c'est une bonne occasion justement de bâtir, d'apprendre et de bâtir la confiance offensive aussi de Lugans. Également, on parlait du match d'hier contre le Jazz. Max, tu disais, il devait défendre Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, en moyenne, depuis le début de la saison, tente 21 tirs. Hier, il en a tenté 16. Donc, tu sais, oui, on peut aller dans les statistiques avancées pour voir à quel point Lugans a été efficace, mais combien de fois Lugans force ses adversaires à passer le ballon plutôt qu'à tirer? Et je ne dis pas que c'est nécessairement ça qui s'est produit hier, mais Mitchell a tenté quand même 5 tirs de moins par rapport à sa moyenne. On bascule maintenant, si vous le voulez bien, au match des Raptors de Toronto qui ont subi un autre revers, malheureusement, 108-103 hier aux mains des Hawks d'Atlanta. Un match qui était évidemment présenté sur les zones de RDS. On a décidé de reposer un joueur comme Kyle Lowry parce qu'on joue ce soir, donc mercredi soir, du côté des Raptors de Toronto. Mais là, il reste 17 matchs. Est-ce qu'il y a honnêtement le temps de reposer des joueurs lorsqu'il reste 17 matchs? Est-ce que vous y croyez encore aux Raptors de Toronto? Parce qu'il reste encore un mois et je sais, je le vois sur Twitter, je le vois sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui appuient sur le bouton panique. Mais malgré là, un mois de mars, je vais le dire, dégueulasse, horrible, une victoire contre 13 revers et un mois d'avril correct, on est quand même bien juste à 2 matchs des Bulls et du 10e rang. Exact. Quand j'ai vu je pense que c'est toi qui avais envoyé le courriel hier en disant voici le statut des joueurs, puis il y avait Kyle Lowry et c'était marqué rest. Je me suis posé des questions. Tu sais, j'ai dit de un, on joue contre les Hawks qui sont dans l'Est. Et demain, on joue contre les Spurs. Sans Trae Young, sans Gallinari. Et si tu regardes les deux, tu veux gagner contre les équipes de l'Est parce que tu veux te rapprocher dans le haut du classement. Donc, je comprends pas la décision. Je suis sûr que je suis pas Kyle Lowry, je suis pas Nick Nurse, l'équipe médicale, tout ça. Mais il me semble qu'un des 2 matchs l'aurait fait jouer. C'était hier contre les Hawks. Comme tu l'as dit, Trae Young n'était pas là, John Collins n'était pas là. Il y avait 80 points des joueurs des Hawks qui étaient absents hier. Ils en ont quand même marqué 108. On a eu d'autres belles performances de d'autres joueurs. Mais je vois pas le sentiment d'urgence. On dit oui, on veut pas tanker, on veut pas finir dans les bas-fonds. On a une équipe qui a trop de caractère pour ça. Mais je veux pas dire qu'on lance la serviette, mais j'aurais pris personnellement la décision de jouer Kyle Lowry, surtout qu'il a joué dimanche et non lundi. Je l'aurais fait jouer mardi et je l'aurais reposé ce soir mercredi contre les Spurs. Donc, on a une grosse semaine quand même du côté des Raptors. Et je me dis, Kyle Lowry, c'est certainement pas sa décision à lui également. C'est juste que c'est dommage parce que hier, c'était un match qui était quand même prenable là, pour les Raptors, Maker. Ouais, ben moi, je regarde, oui, il y a une grosse semaine pour les Raptors, mais je regarde les joueurs qui étaient sur le terrain, les joueurs à qui on donne du temps de jeu. Tu sais, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Puis quand on me dit on veut participer aux séries éliminatoires, c'est pas vrai qu'on veut... on laisse tomber la saison tanker, en bon français, pour aller chercher un bon choix au repêchage. C'est un beau discours. Mais dans les faits, là, hier, c'était un match qui était prenable contre une équipe dans l'Est, tu le dis, Alex. Il n'y avait aucune raison de reposer Kyle Lowry, à part si on regarde plus vers l'avenir à moyen-long terme que l'avenir rapproché. Parce que l'avenir rapproché, c'est il faut remporter tous nos matchs si on veut avoir une chance de participer aux séries éliminatoires. Mais à quoi ça sert de participer à la course aux séries, d'aller dans un duel coupe-gorge pour peut-être participer aux séries, pour peut-être gagner le droit de se faire planter par les Nets? Tu sais, je comprends, là, puis moi, j'ai jamais été un partisan de faire exprès pour perdre, pour aller chercher un choix au repêchage. Mais il y a des moyens... Tu peux pas faire exprès pour perdre.
Non, tu peux pas demander ça à des professionnels. Mais il y a des moyens de dire, on mettra pas la pédale au plancher. Puis moi, comme partisan puis comme analyste, je regarde le basket des Raptors d'ici la fin de la saison. Honnêtement, le score, je m'en fous un peu. Tu sais, dans le sens où je pense pas que cette équipe-là va aller loin de toute façon. Je regarde quels joueurs on développe, à qui on donne du temps. On va parler de Chris Boucher. On en a parlé hier, puis je vous en parle très, très rapidement. Moi, Chris Boucher, j'aurais aimé qu'il y ait plus de temps, plus de minutes plus tôt dans la saison. Puis Nick Nurse, je sais pas qu'est-ce qu'il y a contre lui. Je pense pas qu'il l'aime pas, mais je pense qu'il a peut-être pas trouvé la place qu'il fallait pour Chris Boucher, puis on était encore en train de jongler avec ça. Mais pour moi, un joueur qui a autant de talent, autant de potentiel, puis qui performe surtout, là, qui a des résultats sur le terrain, faut que tu trouves un moyen de le faire jouer. Puis c'est pas comme si la saison, on était premier, puis on se dit c'est un bon sixième homme ou septième homme. On va le garder sur le banc, on va le rentrer à des moments cruciaux, on va avoir une deuxième unité qui va être performante, qui va mettre le pied sur la gorge de l'adversaire. Non, on est dans le bas du classement, on a besoin de gagner, puis encore une fois, on le retient, on le ménage, on ne sait pas trop où est-ce qu'on le met, pourquoi. Fait que pour moi, c'est de regarder des joueurs comme Watanabe, c'est Malachi Flynn, c'est de regarder les joueurs qu'on est allé chercher également dans la transaction de Powell, Trent Jr., pour voir qu'est-ce qu'on a dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans la saison morte, quel genre de joueur autonome on va chercher, puis quel genre de joueur on cherche également au repêchage. C'est ça qui est important pour les Raptors présentement. Hier, Max, on a vu Khem Birch disputer son deuxième match dans l'uniforme des Raptors de Toronto. 13 points, 7 rebonds pour Khem Birch. Et non seulement ça, si on regarde la feuille de statistiques, Khem Birch a joué 1 minute de plus que Chris Boucher. Il a mieux joué que Chris Boucher. Hier, là, Chris Boucher était à peu près méconnaissable. 4 points. Il a tenté seulement 3 tirs, 3 rebonds, 3 passes. C'est une question, Max, que je voulais te poser dans notre préambule du match d'hier, que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que l'arrivée de Khem Birch va changer pour Chris Boucher? J'aimerais avoir ta réponse sur le sujet. Ben, écoute, je pense pas que le match d'hier est est un échantillon de qu'est-ce qui va arriver le reste de la saison, parce que surtout que Chris a mérité d'avoir plus de minutes de jeu qu'hier. Le seul problème, c'est que hier, on avait un joueur de l'autre côté qui était Clint Capella, qui a fait, va et marrer là, avec 19 points, 21 rebonds. Et c'est un peu ça le talon d'Achille lorsqu'on met des joueurs comme Chris et Khem Birch. C'est que si tu as des joueurs plus costauds de l'autre côté, un joueur comme Capella, un joueur comme Embiid, Vucevic, la soirée risque d'être un peu plus difficile. Et hier, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé avec Chris sur le 5 partant. Il était un peu effacé, il n'a pas tenté beaucoup de tirs, il n'a pas eu vraiment le ballon dans ses mains. Et une des raisons, c'est qu'on est allé beaucoup avec Siakam. Siakam était parfait du 2 points juste dans les 3 premiers quarts. Donc, c'est sûr que Siakam avait la main heureuse, donc on lui a donné le ballon plus souvent. Et ça l'a fait qu'il y a d'autres joueurs comme Chris qui n'ont pas tenté beaucoup de tirs. Mais j'ai trouvé souvent, habituellement, qu'est-ce qui est le meilleur atout de Chris, c'est son moteur. C'est un joueur qui court tout le temps. Et hier, à plusieurs reprises, Clint Capella l'a battu de vitesse en attaque, donc recevait des lobes et c'était des 2 points faciles pour lui. Et Nick Nurse, on a vu qu'il a donné la chance à Khem Birch. Khem Birch est arrivé du banc, a donné beaucoup d'énergie. Et même au 3e et 4e quart, lorsqu'on était supposé de revenir avec Chris, on a gardé Khem Birch, qui était parfait, là, il était 5 en 5, il a manqué un de ses derniers tirs, mais on voyait que, point de vue énergie et qu'est-ce que le joueur pouvait donner, Khem Birch en donnait plus. Qu'est-ce que ça va arriver pour le reste de la saison? Une petite compétition à l'interne, je pense, entre ces deux joueurs. Le projet Baines est complètement à l'eau. Il n'a pas rejoué encore hier un fameux DNP Cause Decision. Donc, ça veut dire qu'on a lancé la serviette pour lui. Et j'aime aussi le joueur Gillespie aussi qui vient de Baylor sur un contrat de 10 jours. A donné des bonnes minutes hier, a donné de l'énergie exactement qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, on est rendu à une petite compétition, mais je ne me baserai pas seulement sur le match d'hier là, pour dire ça va être comme ça dans les 17 prochains matchs. Je sais qu'on doit te laisser aller dans un moment, parce que je pense que tu as un meeting dans 5 minutes et on va accueillir de notre part Quincy Guerrier. On remplace un guerrier par un autre. Ben exactement, c'est ça qui arrive. J'ai une petite question pour toi avant de te laisser aller. Si on parlait un peu des Pelicans de la Nouvelle-Orléans,
comme si Zion Williamson n'était pas une bête, comme si Zion Williamson n'était pas assez difficile à gérer défensivement pour les autres formations. Voilà que les Pelicans décident de l'utiliser à titre de meneur de jeu et on le voit régulièrement avec un joueur comme LeBron James, qui est le joueur qui monte le ballon, qui manie le ballon du côté des Lakers quand il n'est pas blessé. Nikola Jokic du côté des Nuggets également, qui a le ballon régulièrement entre ses mains. Est-ce qu'on est en train de voir une nouvelle forme de joueur apparaître du côté de la NBA? Oui, bien toi, tu as nommé ça, Alex, les joueurs hybrides. Moi, j'ai dit hier, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit à Max, c'est fou comment les big men dans la NBA deviennent agiles. Puis Max me dit, non. Zion, c'est pas un big man. OK, c'est vrai. Il m'a même dit, c'est un Charles Barkley 2.0. Pas tout à fait d'accord parce qu'il est beaucoup plus athlétique pour moi que Charles Barkley. Et quand je parlais de big man, au niveau de sa force physique, de sa présence physique dans la clé, de sa grosseur, de son poids, OK, il ne mesure pas 6 pieds 10, mais à 6 pieds 7, presque 300 livres, je pense qu'on peut quasiment le mettre dans la catégorie des big men. Et de voir l'agilité de ces gars-là dans la NBA présentement, moi, je trouve ça extraordinaire et ça me fascine de voir des joueurs qui sont capables de jouer dans la clé, qui sont capables de jouer autour de l'anneau, qui sont capables de jouer à peu près 20 pieds du panier. Et maintenant, tout le monde tire des 3 points, ça, on le sait déjà. Mais ça devient des joueurs d'une polyvalence, là, j'ai envie de dire, là, nucléaire. Là. C'est vraiment ça, parce que des joueurs comme LeBron, c'est des prototypes. Il n'y a pas d'autres joueurs comme LeBron James dans l'histoire ou presque de la NBA qui sont capables de jouer à peu près, qui sont capables de jouer comme meneur de jeu, mais également comme avant de puissance, comme ailier de puissance. Dans la NBA, c'est assez rare de voir ça. Quelqu'un qui est aussi efficace dans ces deux positions-là, qui sont, somme toute, assez différentes, là, si on regarde dans la mythologie du basketball, si je peux le dire comme ça. Puis là, on a un autre joueur qui ressemble à LeBron James un peu physiquement, qui n'a peut-être pas son côté aussi délicat autour de l'anneau, parce qu'il est vraiment tout en puissance. Là, c'est 90 de puissance, Zion Williamson. Mais s'il réussit à développer ce style-là, d'avoir cette intelligence à l'attaque, de distribuer le ballon, il y a un des 2 matchs qu'il a joué justement comme meneur de jeu, il y a 8 passes. Si ce gars-là commence à faire des passes, messieurs, attention, le trophée du MVP va lui revenir assez rapidement et les Pélicans vont monter parce que beaucoup de gens disaient est-ce qu'il est capable de mener une équipe? Est-ce qu'il est capable de mener une équipe au sommet? Il ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs, mais je trouve que son développement, puis comment il s'adapte à la NBA et le style que les Pélicans aussi veulent développer autour de lui devient de plus en plus intéressant. Moi, ça me fascine. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais quand je regarde le nombre de points qu'il a marqué, 38 points contre les Cavaliers et ensuite 37 points contre Philadelphie 2 jours après, je me dis que, wow, on a peut-être trouvé une issue ou une façon de le développer à laquelle on n'avait pas pensé. Mais j'ai hâte de voir s'il va y avoir un autre joueur dans la NBA prochainement qui va pouvoir se développer comme ça en puissance, mais qui est capable également de mener le jeu dans la NBA. 30 points, ce sera bon, 4 passes décisives dans le match contre les Kings de Sacramento pour Zion Williamson. Michael Guerrier, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Dépêche-toi, il te reste 30 secondes avant que tu sois en retard pour ta réunion du matin. Merci encore, on se retrouve bientôt. Vu. À bientôt. Salut, Maker. Donc, comme on le disait plus tôt, Max, on va passer d'un guerrier à l'autre, de Meeker à Quincy Guerrier. Et c'est vraiment qu'un grand plaisir qu'on accueille au balado du Centre-Ville. Donc, celui qu'on surnomme le Candyman, Quincy Guerrier, du Orange de Syracuse. Comment ça va, Quincy? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Bien, Quincy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais avant qu'on parle de basket, on doit dire une chose, Max et moi. Lorsqu'on avait la chance d'écrire les matchs de basket de la NCAA, et malheureusement, bon, à RDS, on ne présente plus les matchs de la NCAA et la March Madness depuis plusieurs années. Écoute, on travaillait pendant 10, 11, 12 heures et Max, chaque fois qu'on travaillait ensemble, apportait une quantité astronomique de bonbons. On se bourrait de bonbons à chaque jour simplement pour avoir de l'énergie durant 10, 11 heures, 12 heures. J'ai une première question pour toi, Quincy. C'est quoi tes bonbons préférés? Si tu avais à choisir là, une seule sorte de bonbons, c'est quoi ton go-to? J'irais probablement avec Skittles. Skittles, ça serait le... Bon choix. Comme Marshawn Lynch au Skittles, c'est ça. C'est un très, très, très bon choix, sauf que ça tâche, par contre, les mains un peu, les Skittles. Quincy, donc, tu viens de terminer ta 2e saison à Syracuse. Évidemment, il n'y a pas une March Madness l'an dernier. Donc, pour la première fois
tu as eu la chance de participer au tournoi. Vous êtes incliné contre Houston au Sweet 16. Ça ressemblait à quoi, justement, de jouer pour la première fois au March Madness? Est-ce que c'était tout ce que tu avais espéré sans les nombreux fans, évidemment? C'était le fun. C'était différent de ce qu'on m'avait dit à cause qu'il n'y avait justement pas de fans. On était en quarantaine aussi dans l'hôtel. On ne pouvait pas sortir pour aller chercher de la nourriture ou quoi que ce soit, mais c'était une très belle expérience. On avait des entraînements pendant la journée. On pouvait aller s'entraîner. Tout était bien schedulé à cause du virus, mais c'était vraiment une belle expérience. Même le fait qu'il y a quand même eu des fans là, comparément à la saison. La majorité de nos games pendant la saison, il n'y avait pas de fans. C'était différent, mais j'ai apprécié le fait de justement me rendre jusqu'au Sweet 16 puis être dans le March Madness. Parce que j'ai vraiment cru cette année qu'on n'allait pas avoir de saison. Donc, juste le fait de pouvoir jouer dans le tournoi, c'était vraiment une bonne chose pour nous. Est-ce que ça ressemblait au rêve ou à ce que tu t'étais fait comme scénario dans ta tête, justement, de jouer au March Madness? Le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de caméras pendant nos matchs, puis il y avait j'ai eu des interviews et tout avant les matchs et tout pour la publicité et tout, mais c'était pas comme je le pensais, mais c'était proche. OK. Max? Quincy, tu mentionnais la saison sans les partisans. On sait qu'à Syracuse, vous jouez devant 20 000 personnes plus. Je me souviens des matchs contre Georgetown qui avait 53 000 personnes une fois. Comment c'était cette année pour s'adapter? J'ai joué dans la NCAA, j'ai joué devant des partisans, mais jouer devant personne, comment tu fais pour te motiver, surtout quand tu joues à la maison? Le premier match, c'était bizarre, mais après ça, on s'est habitué. Puis c'est vraiment, l'énergie vient vraiment du bench. C'est vraiment le bench on doit tous se parler, communiquer, être positif, puis jouer pour avoir du fun. C'est pas juste aller jouer Les fans, oui, ça nous donnait du boost l'année passée. On a beaucoup de fans dans le dôme et tout, mais là, on devait vraiment avoir notre énergie. Ça venait vraiment du bench et du coaching staff et de nous sur le terrain. Écoute, je me souviens, tu allé au Carrier Dome quelques fois, tant pour le travail, lorsque je suis allé faire quelques topos avec Chris Joseph, entre autres, mais je me souviens comme fans au March Madness, Montrezl Harrell, je vais encore à Louisville. Je pense sincèrement que j'avais les pires billets du Carrier Dome. J'étais tellement loin, là. Honnêtement, j'étais là-bas, mais est-ce que je peux dire que j'ai vu le match, que j'ai bien vu le match? Pas vraiment, mais c'est tellement une expérience phénoménale de voir un match, et j'imagine pas de jouer un match au Carrier Dome, à quoi ça ressemble. Quincy, on peut diviser un peu ta saison en deux. Les 14 premiers matchs où tu as eu une moyenne de près de 17 points par match et les 14 derniers où ta moyenne a chuté à 11 matchs. Comment tu expliques, toi, cette baisse de production-là? Parce que oui, tu as été élu sur la 3e équipe d'étoiles, tu as connu une saison, Jim Boeheim te vantait régulièrement, il l'a fait, entre autres lors du March Madness. Mais à quel point la deuxième partie de la saison a été peut-être plus difficile. C'est certain que ça aide lorsque dans la première partie, tu affrontes une équipe comme Buffalo, hein, Max? Bon. Parce que Max, évidemment, qui a joué pour Buffalo, mais comment t'expliques la différence entre tes deux moitiés? Faut mentionner que Quincy, cette année, le meilleur match que tu as eu le plus de points, c'est contre mon ancienne université, l'Université de Buffalo, que vous avez battu en overtime. Ouais. Écoute, c'est sûr que je prenais pour mon université, je voulais que tu aies un bon match, mais pourquoi tu t'es jusqu'à la fin, jusqu'en surtemps? En tout cas, on va s'en reparler. Ben, ok, ouais, vas-y. Ouais. C'était quoi la question? Comment t'expliques que tu as connu une moins bonne deuxième moitié de saison? Ok. Donc, ouais, le fait, je pense que, je sais pas si vous avez remarqué, le fils du coach, Buddy, il y a vraiment eu un départ difficile dans la saison, comme la moitié de saison et tout, il était pas à son haut niveau et il chutait pas vraiment bien. Il y avait eu le COVID et tout. Puis je pense que il y a beaucoup de gens qui ont dû step up par le fait que Buddy il jouait pas à son meilleur basketball comme moi puis Griffin. Mais je pense que c'est le fait plus que, je sais pas, quand Buddy a commencé à jouer bien, le coach, j'ai l'impression, moi, c'est qu'est-ce que j'ai vu. En tout cas, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Le coach voulait que son fils shoot plus,
qui a le ballon souvent et tout. Donc, puis probablement toute la saison, j'ai jamais vraiment joué ma position naturelle à Syracuse. J'ai joué le genre de 4, mais je suis un 3. Puis j'ai toujours joué 3 depuis que j'étais à Tête-Feu, depuis que j'étais Team Canada, n'importe où je suis allé jouer. Broco d'élite, mais le fait qu'il voulait que je joue une autre position, puis j'ai fait des sacrifices pour l'équipe. J'ai compris à un certain moment que le coach voulait. J'ai juste écouté ce que le coach me disait de faire, puis je pensais plus vraiment comme à marquer mes points comme ça. J'étais vraiment plus. Des fois, j'étais en train de set des screens pour Buddy pour qu'il ait des open shots, puis si j'étais open, ben j'étais open, puis sinon, il me passait le ballon ou pas. Je pense que c'est ça c'est vraiment l'élément pourquoi j'ai pas eu. Mon deuxième moitié de saison était moins bon en termes de stats plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris du fait de jouer en 4 dans la NCAA qui va t'aider au prochain niveau? Parce qu'on s'entend que dans la NBA, tu risques de jouer en 3 plus que de jouer en 4. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retires de cette expérience-là et de ces sacrifices-là d'avoir joué en 4? Ouais, je pense que justement mes 2 premières saisons, j'ai appris beaucoup. Je savais pas que je pouvais être vraiment physique comme ça. Le fait que je pouvais vraiment être, on appelle ça versatile. Le fait que je pouvais prendre des rebonds vraiment comme à average, comme proche de 9 rebonds par match et tout. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon développement. Puis je pense qu'au prochain niveau, maintenant, c'est juste devant les scouts NBA dans les workouts et tout, de pouvoir leur montrer que je peux être un one-on-one player, que je suis un bon one-on-one player, que je peux mettre la balle au sol, attaquer, puis montrer que je suis vraiment un 3, je suis un pur 3, puis que je peux, oui, jouer le stretch 4, mais que ma position, c'est vraiment le 3, puis que je suis vraiment un bon shooter. Max? Tu viens d'en parler, Quincy. La prochaine étape en ce moment, on sait que tu veux aller tester les autres. pas ton talent, mais voir les autres devant les joueurs, les scouts de la NBA. Quels sont tes 2-3 prochains mois? Est-ce que tu as déjà des workouts planifiés avec des équipes? Est-ce qu'il faut que tu ailles au Combine? À quoi ça ressemble les prochaines semaines, Quincy? Honnêtement, pour l'instant, comme là, je suis en train de m'entraîner, j'étais à Syracuse, j'avais pris une semaine de vacances. Puis là, je suis retourné dans le gym avant-hier. J'ai commencé à m'entraîner et tout. Pour l'instant, je vais bouger beaucoup à travers aux États-Unis pour aller workout à certains endroits et tout. Parce que j'ai pas envie de signer avec d'agence justement pour garder mon éligibilité à l'université. Donc, en ce moment, c'est juste je m'entraîner à certains endroits et tout pour avoir du exposure et tout. Puis on verra comment ça se passera. Il y a sûrement des équipes qui vont commencer à m'inviter pour le combine ou des affaires comme ça. Donc c'est vraiment pour ça que je dois me mettre vraiment dans des situations où je peux me faire voir par des scouts. Puis pour l'instant, c'est juste vraiment focusé sur vraiment travailler fort puis devenir meilleur. Donc là, tu sais pas, donc tu vas retourner à Syracuse pour une 3e année. Peut-être que tu vas vouloir aller ailleurs également si tu décides de revenir dans la NCAA. Donc cette décision-là, à savoir si tu restes dans le processus pour le repêchage de 2021 ou si tu reviens dans la NBA, bon, tu devras faire ça lors des prochaines semaines. Quels sont les gens qui t'entourent et qui t'aident justement à prendre ces décisions-là? J'imagine qu'Ibrahim fait partie de ce groupe-là. Est-ce que tu as parlé à des gars comme Chris Boucher qui l'ont vécu, Chris Joseph, Kem Birch, Lugans, des gars qui sont passés par là? Donc, qui vont être les gens qui vont t'aider à prendre cette décision-là ultimement de rester dans la NCAA ou d'aller dans la NBA? Bon, premièrement, Lugans, lui, m'a dit de juste aller directement dans la NBA. Il m'a dit de ne pas retourner à l'université. Le gars qui m'aide vraiment beaucoup, c'est justement, on l'a dit, c'est Ibrahim. Ma majorité de mes décisions jusqu'à présent j'ai toujours demandé un avis à Ibrahim, il me donne toujours son avis, puis à la fin de la journée, c'est ma décision finale, mais il me donne toujours le bon, puis le contre, le pourquoi je devrais faire ça, pourquoi je devrais faire ça, puis il me donne toujours des possibilités et tout pour m'aider dans mes décisions, mais ça a vraiment été lui tout le temps, des fois parler à des agences juste pour voir se situer quand même, parce qu'on a commencé quand même à parler à des agences juste pour voir avec qui j'irais, si je reste dans le draft et tout. Puis c'est vraiment juste Ibrahim. Ma copine aussi, des fois, je la demande des conseils et tout. Ma famille, ma mère et tout. Ma mère me fait confiance vraiment. Elle me dit, fait confiance aussi à Ibrahim. Là, c'est Ibrahim l'homme de la situation. Donc, c'est vraiment avec Ibrahim que je prends mes décisions.
Ouais, parce que si t'es bon au basket, que tu reviennes dans la NCAA ou que tu ailles dans la NBA, tu vas connaître une belle carrière, assurément. Max. Et dans cette prise de décision-là, as-tu parlé beaucoup à Coach Boeheim ou il t'a juste appuyé dans ta décision? Non, le coach, lui, veut vraiment que je revienne. Parce que je pense qu'il a un feeling que je ne vais pas revenir à Syracuse si je reviens à l'université. OK. Je pense que j'ai laissé un peu savoir ça parce que l'affaire avec les scouts, vraiment, c'est que j'ai pas pu montrer mon full potentiel à Syracuse. J'ai jamais pu montrer, même malgré que j'ai quand même une bonne saison cette année, j'ai jamais pu montrer mon full potentiel. J'ai eu beaucoup de restrictions, je trouve, à jouer à Syracuse. Malgré le travail fort que je fais, je pense que je suis probablement le hard worker dans mon équipe. Puis, tu sais, j'ai pas pu montrer qu'est-ce que je voulais faire. Puis, donc là, il sait que si je reviens à l'université, ça se peut que ça ne sera pas Syracuse. Puis, je sais que je dois prendre ma décision bientôt en plus parce que je pense qu'il y a une date limite pour les mettre ton nom dans le portal. Donc, sûrement dans la semaine à venir ou dans 2 semaines, ça va vraiment que là, je vais mettre ma décision parce que même si la décision serait soit que je retourne à Syracuse, soit que je mets mon nom dans le portal puis je continue juste à tester pour la NBA, mais que mon nom soit dans le portal pour voir si quelle équipe avec qui je vais jouer pour l'année prochaine. Ouais, parce que là, évidemment, du côté du... Vas-y, Max, vas-y. Est-ce que tu t'ennuies de jouer de la défense homme à homme? Non, honnêtement, je m'ennuyais pas, mais ça va beaucoup m'aider. Parce que la question des scouts, c'est le fait que justement, est-ce que Quincy peut bouger ses pieds latéralement? Est-ce qu'il peut jouer défense? Puis ça, c'est un truc que vraiment à Syracuse, c'est quand même dur de montrer. Tu peux le montrer à quelques reprises, en essayant de prendre des charges, mais c'est pas la même chose. C'est différent du homme à homme. Parce que ce que je voulais dire, messieurs, c'est que du côté de Jim Boeheim et de Syracuse, on a déjà perdu quelques joueurs, soit des joueurs qui ont transféré. Il y en a un autre également qui a mis son nom dans le chapeau pour le prochain repêchage de la NBA. Et là, j'ai vraiment lu que Jim Boeheim jouait du violon. Il disait, écoute, on sait que si Quincy revient, il pourrait devenir un shooter extraordinaire, il pourrait devenir un All-American s'il voulait vraiment. Donc, on voit que Jim Boeheim aimerait vraiment que tu reviennes. Simplement pour les gens à la maison, peut-être de savoir qu'en 2020, donc lors du repêchage de la NBA en 2020, il y a 12 joueurs de première année de la NCAA qui ont été repêchés en première ronde. Il y en a 8 en deuxième ronde. Il y en a 8 qui sont les joueurs de deuxième année. Et par la suite, là, il y a un junior, donc un joueur de troisième année, et il y a 3 seniors. Donc pour toi qui es à ta deuxième année, tu sais que si tu vas être repêché, Quincy, en première ronde, ça risque d'être cette année. Parce que par la suite, et moi je dis toujours, c'est la fameuse boîte mystère. La boîte mystère, c'est le potentiel. Quel est le potentiel de Quincy Guerrier? Il y a des gens qui vont dire qu'il a un potentiel extraordinaire et c'est pourquoi tu seras repêché en première ronde. Puis il y en a qui préfèrent savoir quel genre de joueur ils ont entre les mains. Mais le joueur qui sort après 4 ans de la NCAA, son développement, son potentiel, parfois, et c'est pas vrai pour tous les joueurs, mais parfois son potentiel est peut-être moins gros que le joueur que tu repêches 3 ans plus tôt à sa sortie de sa première année de la NBA. En terminant, et je suis certain que tu vas te faire poser la question un paquet de fois, Quincy, quels sont les aspects de ton jeu sur lesquels tu sais que tu devras travailler? On se souviendra tous, lorsque Luguentz Dort est entré dans le processus pour le repêchage, on disait Luguentz, c'est pas un shooter, Luguentz, c'est pas capable de tirer. Et on a vu dans le match d'hier une performance sublime de Luguentz, 7 tirs de 3 points réussis, de 40 points dans son match contre le Jazz. Mais pour toi, là, quels sont les aspects de ton jeu que tu sais que tu devras améliorer en vue de la NBA? Je pense tous les aspects de mon jeu, premièrement. Je pense que tu peux t'améliorer à chaque jour et tout, mais les main ones, ça serait probablement... Vous m'entendez? Oui, oui. Probablement mon shooting aux 3 points, mon one dribble pull-up, mettre mes shots au mid-range, dribbler le ballon, pouvoir créer ma propre shot, ma propre espace, puis tirer. Je pense vraiment que ça, c'est les 3 aspects que ça va m'aider. Puis les aspects maintenant que je vais pouvoir démontrer, c'est que je peux jouer défense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que Quincy peut jouer défense et tout. C'est pas mal ça, je pense physiquement, je suis vraiment déjà niveau NBA depuis
je suis rentré à l'université première année, on m'a dit que j'étais déjà NCAA ready, puis je pense que j'ai vraiment travaillé sur mon corps. Je suis 6 pieds 7, 220 livres. Je pense que ça, c'est déjà une bonne chose pour l'NBA. La majorité des 3 dans l'NBA, c'est ça qui mesure puis qui pèse. Donc, c'est vraiment, je pense, mon shooting puis le fait de montrer que mon one-on-one game est vraiment là puis que je peux me démarquer puis marquer. Je pense vraiment que pour le draft, ça va être vraiment de surprendre les équipes, surprendre les scouts, puis ils vont se dire on n'a jamais vu Quincy faire ça, puis il peut faire ça, il peut tellement faire plus que qu'est-ce qu'il faisait à Syracuse. Donc je pense que c'est vraiment ça ma chance. C'est pour ça aussi que j'ai mis mon nom dans le draft. C'est parce que je pense vraiment que je peux choquer les gens, puis on verra qu'est-ce qui se passera. Quincy Guerrier, merci énormément pour ton temps encore une fois. Merci aussi pour ta collaboration au cours des dernières années avec RDS. On a eu la chance de t'avoir en studio pour le dévoilement de ton choix d'université qui a ultimement été Syracuse. Donc encore une fois, merci pour ton temps et au plaisir de se retrouver peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on se croise les doigts pour toi au prochain repêchage de l'NBA si tu décides de demeurer dans le processus. Merci beaucoup. Salut Quincy, bonne chance. Quincy. Ouais, ça, Max, c'est la grande question. Et c'est bien maintenant que les joueurs peuvent mettre leur nom dans le chapeau et peuvent le retirer également en vue du repêchage. Ça permet d'éviter les situations où un joueur se dit parfait, moi je veux aller dans le repêchage de l'NBA parce qu'il a été mal conseillé peut-être. Et là, se retrouve, il ne peut plus jouer dans la NCAA. Donc maintenant, il faut que tu aies joué en Europe. Et parfois, c'est triste, mais ça met fin à des carrières absolument inutilement. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances pour Quincy Guerrier. On le sait, puis on le voit. Il y a de plus en plus de Québécois qui vont être repêchés, qui vont jouer dans la NBA. Je pense qu'il y a un beau buzz là, qui se crée autour du basketball québécois présentement. C'est sûr, puis comme il mentionne, c'est bien beau jouer à Syracuse, mais le fait que tu ne joues pas de la défensive homme à homme, il y a beaucoup de scouts qui vont dire j'ai jamais vu Quincy défendre un joueur sur le périmètre, est-ce qu'il est capable de bouger ses pieds, comme il mentionnait. Et je pense qu'il y a plus à gagner en faisant ce qu'il vient de faire qu'à perdre. Et il va vraiment tester les eaux, comme on dit, et il va le savoir tout de suite là, s'il y a une chance d'être repêché ou pas. Et comme on l'a mentionné, si au moins, vu que le fait qu'il n'a pas pris un agent, donc il est encore statut amateur, il peut revenir dans la NCAA. Et je ne veux pas dire ouvertement qu'il a dit qu'il allait changer d'université, mais je sais qu'il pourrait aller à peu près où il voudrait l'année prochaine s'il décide de revenir dans la NCAA. Donc, c'est pas un plan, c'est pas comme dire j'ai plus de chance par la suite. Il pourrait aller dans un excellent programme de basket qui peut aller loin dans la NCAA, avoir encore plus d'exposure. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je pense que c'est le meilleur, la bonne décision qu'il a prise avec Ibrahim, que je connais très bien, que j'ai joué avec pendant 2 ans. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite là, avec Quincy. Ouais, parce que si j'avais un vieux 2, comme on dit, à mettre, là, je pense pas que Quincy 1 va revenir dans la NCAA. S'il revient dans la NCAA, simplement ce qu'il nous a expliqué, le fait qu'il a dû jouer hors position, simplement sur sa réponse à ma question de qu'est-ce qui explique tes difficultés en deuxième moitié de saison par rapport à la première, là. Non, mais le fait fortement. Aussi que le fils du coach aussi, Max, c'est ça. Là, j'ai joué dans la NCAA, mais j'ai pas joué pour un coach qui avait son fils dans l'équipe. Là. Ça doit on peut en parler à Will et Max, chose. Hein, je pense. Oui, exact. Écoute, j'ai des histoires de Will et Max là-dessus, mais c'est comme si c'était déjà un parti pris. Le coach a déjà un parti pris, donc situation difficile, puis en même temps, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont allés dans la NBA de Syracuse. Et la défensive de zone, là, c'est bien beau, 1 ou 2 possessions, tu veux changer l'allure d'un match, mais pendant tout le match, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça tue un peu le basket parce que tu ne développes pas tes joueurs. Parce qu'un joueur là, de basket, tu ne peux pas juste jouer en attaque. Il faut que tu reviennes en défense. Donc, il faut que tu bouges tes pieds, il faut que tu saches le schéma défensif. Il n'y a aucune équipe dans la NBA qui joue zone pendant tout le match. Oui, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec Quincy Guerrier. Il nous reste encore quelques minutes seulement, Max, pour ton héros et zéro de la semaine. Pour le héros?
Pour le héros, un joueur en équipe qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui sont extrêmement bons cette année, qui sont en feu en ce moment, les Clippers de Los Angeles. J'ai mis mon héros, Paul George, qui a été aussi l'élu de joueur de la semaine dans la dernière semaine. 33 points en moyenne. Son équipe est 4 victoires, 0 défaites. Je te coupe 4 secondes. Paul George là, est blessé à un orteil, il est blessé à un pied. Ça, je m'en avais dit. Il ne sent même plus ce pied-là, essentiellement. Il ne sent même plus cet orteil-là et il est nommé joueur de la semaine. Ça, je m'en allais dire. Il joue sur une patte, puis il est en train de. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mais écoute, les Clippers, je pense, avec les Suns, sont l'équipe de l'heure dans la NBA. 8 victoires, 2 défaites. Je pense que l'ajout de Rajon Rondo est vraiment venu stabiliser parce que là, on a eu la perte de Patrick Beverley, mais j'ai l'impression que pour les Clippers, il manque un meneur de jeu expérimenté qui est pass first, shoot second. Donc, mentalité de passer la balle. Et on sait que Rondo, playoff Rondo, a cette mentalité-là de donner le ballon à Kawhi, donner le ballon à Paul George et de les laisser marquer. Mais c'est ça, comme tu m'as dit, moi, je voulais dire, Paul George est élu joueur de la semaine et il joue pratiquement sur un pied depuis son retour de blessure. Donc, c'est incroyable les performances qu'il a. Puis, il a réussi. On a vu le dunk de Miles Bridges sur Clint Capella dimanche, mais Paul George a réussi un dunk spectaculaire aussi dimanche. Malheureusement, celui de Bridges était un peu plus spectaculaire. Et tu te dis, mais c'était spectaculaire sur Clint Capella. C'est sûr, c'était incroyable. Mais le dunk, vous irez voir le dunk de Paul George, il était aussi spectaculaire. Et il faut mentionner qu'il a mal à un pied aussi. Là, donc, juste imaginer s'il pouvait jouer sur ses 10 orteils. Et on aurait pu mettre en nomination également pour les héros de la semaine Steph Curry, 53 points contre les Nuggets. Steph Curry, à ses 7 derniers matchs, presque 40 points par match. Il est exceptionnel également à 3 points. Dans le fond, il tire à 54 du terrain, 46 à 3 points, 91% de la ligne des lancers francs à ses 7 derniers matchs. Un 18e match dans sa carrière avec 10 paniers de 3 points réussis ou plus. Et on sait à quel point, lorsque Steph Curry est sur le banc, à quel point l'attaque des Warriors ne va absolument nulle part. La pire lors des 5 dernières saisons dans la NBA. Et lorsqu'il est sur le terrain, 13e meilleure attaque dans la NBA. Alors, pour ceux et celles qui pensent que Steph Curry ne mérite pas de voir son nom parmi les finalistes au titre de joueur par excellence de la NBA, le joueur le plus utile de la NBA, là, je pense que ça fait plus aucun doute. Là. Sans Steph Curry, les Warriors ne sont même pas proches d'une place en séries éliminatoires. Et Steph leur permet justement aux Warriors de pouvoir espérer à tout le moins se classer parmi les 10 premières formations dans l'Ouest. Max, maintenant, avec tes zéros de la dernière semaine. Ton zéro. Mes zéros, encore. Oui, mon zéro, je joue toujours avec une équipe. J'aime pas pointer le doigt à personne, à aucun joueur. Ça me fait un peu de la peine de nommer cette équipe-là, mais le Thunder d'Oklahoma City, on en a parlé au début que Lugans a eu une super belle performance, mais l'équipe en général, en ce moment, sont sur une séquence de 7 défaites d'affilée. On a perdu, on est 1-11 lors des 12 derniers matchs et ça coïncide avec une victoire contre les Raptors. Et il manquait tellement de joueurs là, du côté du Thunder. On a chez Gilgeous Alexander, SGA, qui est blessé. On a vraiment appuyé sur le bouton reconstruction. On est en développement, on est l'équipe la plus jeune. Et on n'a aucune attente parce que tout le monde sait que Sam Presti a des choix au repêchage banqués pour les 6 prochaines années. C'est incroyable. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas toujours reconstruire année après année. Donc, il va utiliser ça comme moyen d'échange. Mais si on regarde les statistiques, le Thunder, c'est la pire équipe avec leur différence de points par match versus points accordés. Ils sont à moins 8,5, le pire de la ligue, sur une séquence de 7 défaites d'affilée. Je voulais pas le faire parce que j'aime Lugans, mais son équipe en ce moment ne va nulle part. Mais c'est correct parce qu'il n'y a aucune attente du côté là, des partisans à Oklahoma City. Et pour moi, là, mon zéro, et c'est pas de sa faute, le genou gauche de Jamal Murray. Jamal Murray qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Sa saison est terminée. On ne s'attendait pas nécessairement à le voir dans le tournoi de qualification olympique en raison, j'imagine, parce que
Ben, peut-être, mais c'est parce qu'à moins que les Nuggets se fassent sortir en première ronde, ce que je ne voyais pas arriver nécessairement, il n'y aurait pas grand chance que Jamal Murray participe. Mais ça donne un dur coup, évidemment, à Team Canada si on avait réussi à se qualifier et aux Nuggets également. Donc, c'est vraiment le genre de blessure triste qu'on ne veut jamais le voir arriver. Mais bon, malheureusement, c'est arrivé à Jamal Murray. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté des Nuggets. On était l'une des formations favorites dans l'Ouest. Et là, ça va être plus compliqué, là, évidemment, sans Jamal Murray. Ouais. On jouait super bien avec l'arrivée d'Aaron Gordon. Je pense qu'il était une super bonne échange. Là. On n'a quasiment rien donné du côté des Nuggets. Puis Aaron Gordon fitait exactement. Là, il disait que jouer avec Jokic, il avait les baskets, les points les plus faciles de sa carrière, tellement que Jokic sait exactement quand passer le ballon. Ouais. Mais avec la perte de Murray, c'est catastrophique. Là. C'est le meneur de jeu de cette équipe-là. Les Nuggets qui vont participer aux séries, mais je ne sais pas s'ils vont se rendre loin parce que la personne qui a le ballon dans les mains le plus souvent dans un match, c'est le meneur de jeu. Puis tu en as besoin d'un bon, surtout dans l'Ouest où ce que tu joues contre Mike Conley, Chris Paul, Dennis Schroeder, Damon Lillard, pour ne pas les nommer. Donc, c'est toutes des bonnes équipes avec des bons meneurs de jeu. Dommage, on sait que sa saison est terminée. Son été est terminé aussi. Donc là, c'est opération réhabilitation, puis en espérant le revoir là, sur un terrain l'année prochaine. Donc, encore plus de pression pour Nikola Jokic. Mais comme on le disait, oui, Jamal Murray, techniquement, c'est ton meneur de jeu, mais Jokic est comme ton meneur de jeu B. Il a tellement le ballon entre les mains souvent, une belle vision, un super bon passeur également. Donc, j'ai hâte de voir comment on va utiliser Nikola Jokic dans les prochains matchs. Max, c'est tout le temps qu'on a pour cette édition du balado du Centre-Ville. On se retrouve donc le 28 avril prochain, dans 2 semaines. J'ai hâte de voir où seront les Raptors de Toronto dans l'Est, en espérant qu'on ait droit à une bonne lutte là, jusqu'à la fin de la saison, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, du côté des Raptors de Toronto. Ça fait un plaisir à nouveau d'être en ta compagnie. On remercie nos invités Quincy et Maker Guerrier, donc une édition à 50% guerrier du balado du Centre-Ville aujourd'hui. Et comme je le mentionnais, on se retrouve le 28 avril pour une autre édition du Centre-Ville. Et pour ma part, un autre fameux test de COVID. J'ai tellement hâte de me faire rentrer une tige dans le nez. Donc, je vous en donne Salut des Alex, nouvelles dans salut 2 tout le monde. semaines. Bye tout le monde.